L'honorable député de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je me lève aujourd'hui en cette Chambre, c'est pour parler d'un sujet qui est devenu une préoccupation numéro 1 pour les Canadiens ces jours-ci, c'est l'augmentation croissante des inégalités de revenus dans notre pays. Mon collègue du Parti libéral a déposé la motion M315 afin de demander que le Comité des finances fasse une étude complète sur l'état des inégalités des revenus dans notre pays. Et quand j'entends des discours comme le discours de mon collègue, le député de Lethbridge, je comprends absolument pourquoi on a besoin d'une étude comme ça, parce que c'est scandaleux d'entendre des propos tels qu'on vient d'avoir à subir. Monsieur le Président, la situation est alarmante. Il y a quelques semaines, le rapporteur spécial des Nations unies sur la sécurité alimentaire en visite dans notre pays disait, et je cite, « Ce que j'ai vu au Canada est un système qui empêche les pauvres d'accéder à des régimes alimentaires nourrissants et qui tolère des inégalités grandissantes entre les riches et les pauvres et entre les populations autochtones et non autochtones. Et puisqu'il a pu, dans les dernières années, redistribuer aux riches, peut-être qu'il peut maintenant redistribuer aux pauvres. » Fin de la citation. Il aurait également pu rajouter que les inégalités de revenus ne cessent de s'accroître entre les hommes et les femmes, entre les générations et entre les Canadiens et les néo-Canadiens. Dans la foulée du mouvement d'Occupy, l'inégalité est maintenant classée parmi les principaux problèmes auxquels le pays est confronté et les sondages montrent que c'est devenu la principale préoccupation de nos citoyens. Malgré les conservateurs qui ne cessent de nous répéter qu'ils ont à cœur les Canadiens, les statistiques montrent une réalité bien différente. Souvent citée en exemple comme société ouverte, tolérante et accueillante, attirant des milliers de nouveaux arrivants chaque année, le Canada fait pourtant pâle figure parmi les pays de l'OCDE, se classant 12e sur 17 en termes d'inégalité, loin derrière de nombreux pays européens. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on a la croissance économique, mais le niveau de vie des Canadiens n'augmente pas, voire même diminue pour la partie de la population la moins favorisée. Je vais y aller avec quelques chiffres. 60% des Canadiens ont vu leur revenu réel stagner ces 33 dernières années. 60%. Pendant ce temps, le 1% des plus riches ne cesse de voir leur part augmenter. Aujourd'hui, ils détiennent 14% de la richesse nationale, alors que dans les années 70, cette part n'était que de 8%. Presque le double. Puis on me dit, là, de la part des conservateurs, qu'on n'a pas besoin de faire d'études. Selon Statistique Canada, il y a 61 milliardaires dans le pays. 61. À eux seuls, ils détiennent 6% de la richesse personnelle au Canada. Ces 61 personnes détiennent donc ensemble 2 fois plus de richesse que 17 millions de Canadiens. C'est quand même absurde, hein? Mais ce n'est pas tout. Alors que le milliardaire moyen s'enrichissait de 100 000 $ en 2010, le Canadien moyen, lui gagnait seulement 524 $ de plus. Les impôts des plus riches ont diminué si on regarde la courbe. C'est ce dont mon collègue veut justement parler en comité, en ayant des experts qui vont nous le dire. Parce que nous, on représente une population, on représente des enjeux, on prend des décisions qui sont basées sur des faits, même si le parti au pouvoir n'aime pas les faits. Mais je pense qu'en ayant un comité qui se pencherait sur la question permettrait de voir des faits, puis peut-être d'apporter des solutions. Entre 1980 et 2005, le niveau de revenu des groupes les plus aisés a augmenté de 16,4 %, tandis que ceux des plus bas à l'échelle a diminué de 20 %. Ce qui est encore plus préoccupant, Monsieur le Président, c'est à la vitesse à laquelle ces inégalités augmentent. Alors que le Canada a toujours été plus égalitaire que nos voisins américains, les inégalités de revenus augmentent 2 fois plus vite maintenant chez nous qu'aux États-Unis. 2 fois plus vite. Face à cette situation, le gouvernement prétend œuvrer pour une société juste, égalitaire, mais il préfère aider les compagnies pétrolières plutôt que d'aider les Canadiens. Les conservateurs coupent dans les programmes sociaux, dans l'assurance-emploi, en aggravant le problème au lieu de le prendre à bras-le-corps. Des milliers de travailleurs vont être forcés d'accepter des emplois très mal payés, ce qui ne va pas faire augmenter les inégalités salariales, ce qui va faire qu'augmenter, les inégalités salariales et renforcer les disparités économiques entre les provinces qui possèdent des ressources et celles qui en sont dépourvues. On voit partout en Europe que les politiques d'austérité mènent dans le mur. Puis c'est ce qu'on nous présente, des politiques d'austérité. Et les récentes élections dans plusieurs pays montrent un rejet clair de ces politiques. On a hâte à 2015 de notre côté.
Dans certains pays européens, le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, énormes, des proportions jamais vues, laissant sur le carreau jusqu'à près de 46 % des jeunes. C'est ça le genre de société qu'on veut laisser à nos enfants. Bravo. Les nouvelles générations d'aujourd'hui sont plus endettées que la génération précédente au même âge et les perspectives d'emploi pour nos jeunes sont considérablement dégradées par rapport à celles d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, un étudiant sort de ses études avec 30 000 $ de dette, c'est-à-dire qu'un couple qui arrive dans la vie part avec 60 000 $ de dette. Monsieur le Président, comment c'est possible de se fonder une vie avec 60 000 $ de dette? Moi, mes parents, ils n'avaient pas 60 000 $ de dette quand ils sont sortis de leurs études. Puis, ils ont pu acheter une petite maison en banlieue, puis on a pu avoir une vie familiale avec mes sœurs. On allait jouer dans le cours quand on était jeunes, puis on tripait. Moi, personnellement, j'ai été députée, j'ai été chanceuse dans la vie, j'ai pu m'en sortir, mais j'ai des amis qui ont quitté l'université il y a 2 ans, puis qui sont encore en train de rembourser des dettes, qui sont en appartement, dans des 5,5, dans un couple dans un 5,5, puis qui travaillent fort, fort, fort pour payer les dettes. Puis peut-être que dans 10 ans, là, quand tu vas avoir 37 ans, puis que ce sera peut-être un petit peu tard pour éduquer les enfants, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir penser à se mettre de l'argent de côté pour acheter une maison. C'est ça là, qu'on est en train de faire présentement. Puis on crée des inégalités comme ça. Aujourd'hui, plus que jamais, détenir une éducation postsecondaire, c'est la clé pour pouvoir obtenir un emploi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les écarts de salaire, de richesse entre ceux qui possèdent un diplôme universitaire et ceux qui n'ont reçu qu'une éducation secondaire ne cessent de se creuser. C'est pour ça que l'NPD s'est toujours prononcé en faveur d'une éducation supérieure abordable et accessible à tous. C'est pour ça qu'on parle de transfert ces temps-ci. Les Canadiens empruntent de plus en plus, s'endettent afin de joindre les deux bouts. À l'heure actuelle, les Canadiens doivent plus de 1,50 $ pour chaque dollar de revenu annuel. Dans ces conditions, de plus en plus de familles canadiennes sont obligées de faire des sacrifices. Monsieur le Président, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que dans un pays développé comme le nôtre, près de 10 % de la population soit obligée d'avoir recours aux banques alimentaires et que 3 millions de Canadiens vivent dans la pauvreté, y compris 600 000 enfants. 600 000 enfants au pays qui vivent dans la pauvreté. Puis on entend un conservateur venir nous dire que l'inégalité n'existe pas. On a un rapporteur général qui nous dit qu'on a de la famine dans notre pays, puis on se fait dire que la famine n'existe pas. C'est peut-être pour ça que c'est important qu'on ait une étude, pour éclairer le lanterne un peu. Puis en faisant rien dans notre pays, on est en train de creuser le fossé là-dedans, puis de dire à certaines personnes, aux 61 milliardaires dans notre pays, vous avez le droit à ça. Les autres, vous n'êtes pas nés au bon endroit, vous n'êtes pas nés dans la bonne famille, fait que restez là, nourrissez-vous mal, il y a moins de soins de santé, il y a moins de soins d'éducation. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, il existe des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. Les femmes ont toujours été plus pauvres que les hommes, ce qui veut dire qu'une société plus égalitaire améliorera davantage, toute proportion gardée, le bien-être des femmes. Même chose pour les jeunes. On est en train de laisser la plus grosse dette écologique, économique, sociale à nos futures générations. Puis on continue en creusant ce fossé-là. Puis je voudrais terminer en parlant du mouvement d'Occupy qu'on voit partout. Je pense que la société est en train de se réveiller. Je suis très fière de ça. Le mouvement Occupy, justement, qui a démarré un peu plus d'1 an, c'était pour crier ça. C'était pour crier le fait que dans nos sociétés, des gens possèdent tant de richesses. Puis de toute façon, ils vont faire quoi avec cet argent-là? Moi, j'ai un bon salaire, un salaire public, je fais 150 000 par année, puis j'ai pas nécessairement besoin de sur cet argent-là. Puis je trouve ça tellement normal de payer plus d'impôts que quelqu'un qui en fait 35 000, tellement normal. Puis quand j'entends du monde me dire les impôts, on veut pas les monter, on parle pas de couper un bras à quelqu'un, Monsieur le Président. On parle de que cette personne-là puisse payer sa juste part pour qu'on ait une société juste, égalitaire, puis que tout le monde puisse avoir des besoins fondamentaux de base. Donc, j'appuie et je félicite la motion 315 de mon collègue libéral. J'espère que les conservateurs, d'ici le vote, vont pouvoir accepter qu'on fasse l'étude parce que je pense que c'est très important. Puis, je vous remercie de m'avoir donné ce temps de parole, Monsieur le Président.